Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Lance en poulet! 109.1 Sport des Sous. Ici Charles Tibert qui vous dit... De retour au World Mime Spike. Yes, fils de chien. Yes, de chien. Ok, fini là! Match nul! What's up les nuls et bienvenue au Match Nul, le meilleur balado sportif que personne n'écoute. Nous sommes déjà en décembre, hein? Ça passe vite, pareil, la vie. Et comme c'est le temps des fêtes et qu'on est submergé par la nostalgie, j'ai décidé de vous ramener un sujet dont on a déjà abordé au courant des 102 épisodes de Match Nul, les débuts de la Ligue nationale de hockey. Ça va faire 106 ans que la Ligue a vu le jour et ses premiers pas ont été pour le moins divertissants. Le premier tire-toi d'une bûche qu'on a fait portait sur ce sujet, mais le segment durait genre 50 minutes. Hein? C'est dans le temps qu'on avait pas mal de choses à dire. Hein? Tu sais que c'est 50 minutes, c'est plus long que les épisodes qu'on a en ce moment. Donc, faut croire qu'on fait juste niaiser, hein? Live. Donc, sans plus attendre, tirez-vous une bûche et embarquez dans notre machine à voyager dans le temps pour redécouvrir comment la plus grande ligue de hockey au monde a vu le jour de manière assez surprenante. Ou pas tant surprenante si vous vous en rappelez. On s'en retourne dans le temps pour voir si on nous ment. Qu'est-ce qui se passait avant? Qu'on appelle ça temps. On pèse sur la pédale, fouillant dans les annales. Revoir des gros scandales, point de vue impartial. Les arbitres s'arnaquent, la crosse pas les mini-max. Mise avec tout pack, on démifie ça, barnac. Arrête de faire l'autruche, et fais pas ta nunuche. Avec nous tu seras pas de cruche, fait que tire-toi une bûche. Nous sommes en 1800 quelque chose. Les premières tentatives pour réglementer les matchs de hockey sur glace de compétition commencent à émerger. On se rappelle, c'est pas mal à cette époque-là que tous les grands sports d'aujourd'hui sont nés. Il y a plusieurs équipes de hockey qui commencent à apparaître un peu partout et ils jouent dans des tournois et des concours ici et là. Mais les équipes commencent à vouloir s'organiser. Hein? C'est ainsi qu'en 1887, l'Ottawa HC, les Crystals de Montréal, les Victoria de Montréal, l'Université McGill de Montréal et le Montréal HC, eux aussi ont souffert de la controverse d'un rebrand malhabile, vont fonder l'Association de hockey amateur du Canada, l'AHAC pour les intimes, où l'on va mieux structurer le tout avec un calendrier de matchs et des saisons entre autres. Et c'est là que notre ami Lord Frederick Arthur Stanley entre en ligne de compte. Il était le gouverneur général du Canada jusqu'à ce que Sir John A. Macdonald died in office of heart failure on 6 June 1891. Fallait pas que je le dise en français d'un coup qu'il vienne me hanter le podcast, ce vieux premier ministre un peu... whatever. En tout cas, donc, Monsieur Lord Stanley découvre le hockey au Carnaval d'hiver de Montréal. Impressionné par le sport, il décide d'acheter un bol à punch en argent à la modique somme de 48,67 $. Et avant de dire que c'est pas cher, il l'a acheté avec de l'argent américain. Damn, hein? Il est plein aux as, ce Lord. Il transforme ainsi son bol à punch en trophée des champions, la Coupe Stanley. Lord Stanley décide que le trophée sera attribué à la meilleure équipe de la HAC, augmentant le prestige de la Ligue du coup et la raison dont je vous en ai parlé. Avec le calendrier et la structure de la HAC, on peut enfin commercialiser le sport un peu, même si ça va un peu à l'encontre du principe du sport amateur. Hein? On s'en rappelle, les athlètes ne doivent pas faire de cash, hein? Ils doivent juste faire ça comme loisir et dépassement de soi. La HAC devient rapidement la meilleure ligue et plusieurs équipes veulent se joindre à eux. Mais les équipes sont pas tant down de partager leur boys club, hein. T'sais, le boys club de la HAC, c'est quand même c'est serré. Mais lorsque la Ligue va admettre une équipe pourrite en des capitales d'Ottawa dans leur rang en 1896, les autres équipes de la Ligue, le Montréal HC, le Shamrocks de Montréal, les Victoria de Montréal, l'Ottawa HC et le Québec HC, connus sous le nom sobriquet de les Bulldogs, décident de sacrer leur camp de la Ligue, sortir de l'hôtel où avait lieu la réunion, aller dans un autre hôtel l'autre bord de la rue pour fonder une nouvelle ligue, la Ligue canadienne de hockey amateur, la CAL, c'est avec le sobriquet anglophone. Et la CAL n'hésitera pas à innover son sport. Elle va ajouter un filet entre les deux poteaux. Parce que oui, avant ça, il y avait juste deux poteaux qui étaient en l'air comme des tweets. Et c'est l'équipe de Québec qui a proposé l'idée, hein? Commencez-vous un peu à comprendre pourquoi le hockey c'est une religion ici, hein? On a tout créé le sport baptême, hein? Bon, là, on va embarquer dans une séquence où il y a plusieurs ligues qui se sont créées et se sont dissoutes en même temps, donc restez focus.
En 1903, 4 équipes rejetées par la CAL, les Wanderers de Montréal, le National de Montréal, premier club full franco, Cornwall et les Capitales d'Ottawa, les mêmes qu'à tout à l'heure, décident de fonder la Ligue fédérale de hockey amateur, la FAL. 1904, la Ligue internationale de hockey, la HIP, basée à Sault Ste. Marie, au Michigan et en Pennsylvanie, va donner la première ligue professionnelle, ce qui veut dire qu'elle peut donner des salaires à ses joueurs, ce qui épuise les équipes amateurs de leurs meilleurs joueurs. En 1905, on se rend compte qu'on se pile un peu sur les pieds entre la CAL et la FAL. Tu sais, il y a quand même 7 équipes à Montréal en tout dans les deux ligues. On décide alors de dissoudre la CAL pour former une nouvelle ligue, la Eastern Canada Amateur Hockey Association, le KHA, avec le Montréal HC, Shamrocks, Victoria et Wanderers, l'Ottawa HC et les Bulldogs de Québec avec un mélange de joueurs payés et amateurs. V'lan dans les dents la méchante ligne américaine Ippish qui va mourir un peu à peu vu que les bons joueurs canadiens ne s'exportent plus au sud. Mais ces guerres d'enchères vont faire perdre de l'argent aux équipes de l'EKHA. Et en 1909, les bonnes équipes quittent la ligue pour créer l'Association canadienne de hockey, la SHA, tandis que les Wanderers, laissés pour compte, ce qui est drôle parce que c'est un peu leur nom, hein. Anyway, ils vont se joindre à une nouvelle ligue, l'Association nationale de hockey, la NHA. Oh, nationale, ça sonne une petite cloche, non, hein? On arrive bientôt. Donc, la SHA, composée du All Montréal HC, les Shamrocks et le National de Montréal, les deux, l'éternel Ottawa HC et les Bulldogs de Québec. Puis du côté de la NHA, on retrouve les Silver Kings de Cobalt, les Comets de Halle-Berry, les Creamery Kings de Renfrew, les Wanderers de Montréal et les Shamrocks de Montréal, oui encore eux, ainsi que les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d'Ottawa. De un, enfin des équipes qu'on connaît, hein, et de deux, pourquoi les Shamrocks sont dans les deux ligues, hein? Ben, l'existence de la SHA aura duré 8 matchs parce que les propriétaires des équipes de la NHA sont plus riches. Donc, ils peuvent se payer les meilleurs joueurs. Pour la saison 1910, la NHA sera composée des Creamery Kings de Renfrew, des Wanderers de Montréal, des Canadiens de Montréal, des Sénateurs d'Ottawa et des Bulldogs de Québec, qui sont vraiment increvables ceux-là. Hein? La Ligue se porte très bien jusqu'en l'an 1915. Et que se passe-t-il en 1915? Non, ce n'est pas le coyote qui tombe dans le désert parce qu'il n'avait pas assez pensé à son plan, comme l'équipe d'ailleurs, mais plutôt la Première Guerre mondiale qui prend évidemment les meilleurs joueurs ainsi que des spectateurs pour les envoyer au front en Europe. Hein. Il y a aussi l'ascension de la Pacific Coast Hockey Association, hein, la fameuse ligue à 3 équipes, hein, avec les millionnaires de Vancouver, les métropolitains de Seattle et les aristocrates de Victoria. Ils ont dead le nom, en tout cas ceux-là. Et c'est au même moment qu'apparaît un personnage crucial de la création de la LNH. Eddie Livingstone. Ce n'est pas un chasseur de rhinocéros tiré tout droit de Jumanji, mais d'un riche homme d'affaires de Toronto. Il acquiert les Ontario de Toronto. Non, je niaise pas, il y avait vraiment une équipe qui s'appelait de même. Heureusement qu'il a procédé à un rebrand de l'équipe, laissant tomber le orange, wesh, en plus il jouait en orange, pour le vert et changer le nom pour les Shamrocks. Ouais, original, hein, je sais. Et Livingstone a le don de foutre la marde. Juste avant la saison de 1916-17, Frank Robinson décide de vendre son équipe, les Blue Shirts de Toronto, à M. Livingstone. Ce que les autres proprios sont totalement contre et la NHA ne veut pas avoir quelqu'un qui possède 2 équipes, hein, déjà qu'il y en a juste 5 dans la ligue. Il est à couteau tiré avec le propriétaire des Wanderers, hein, Sam Lichtenheim. Non, mais ils avaient-tu les noms de famille dans le temps pareil? Hein? Et comme M. Lichtenheim est plus apprécié par les autres propriétaires, ce dernier va se ranger derrière lui. Et une solution simple a été trouvée. La Ligue prendra le contrôle des Shamrocks et suspendra ses activités. De plus, la Ligue de la Côte-Pacifique en a profité pour signer tous les joueurs des Blue Shirts, prétextant que la NHA avait renié une quelconque entente entre les deux ligues. Hein? Eh bien, j'ai parlé de la Première Guerre mondiale tantôt, hein? Mais là, le Royaume-Uni demande plus d'aide militaire du Canada. Donc, la Ligue est une nouvelle fois dépouillée de ses meilleurs joueurs. Mais revenons à nos 2 équipes de Toronto appartenant au même dude. Monsieur Livingstone a pris le soin de transférer tous les bons joueurs des Shamrocks vers les Blue Shirts, hein, qui venaient juste d'être dépouillés par l'Ouest canadien. Mais dans la période de la guerre, hein, difficile de trouver des bons joueurs, donc ça joue dur dans les coins. Hein. Livingstone demande aux autres équipes de l'aider en lui donnant des joueurs, mais en vain. De plus, une star des Blue Shirts, Cy Dineenai, a
un travail à temps plein au gouvernement à Ottawa et ce dernier veut jouer là-bas. Livingstone veut le vendre pour 1800 $, ce qui est beaucoup trop onéreux. Il fait ensuite une offre ridicule d'échanger Denny contre Clint Benedict, qui a évidemment été refusé par les sénateurs, parce que c'est quand même Clint Benedict. Il y a ensuite une entente d'échange avec les Wanderers pour aller chercher le gardien Billy Hagg, même que Denny aurait signé un contrat avec Montréal. Mais Livingstone se rappelle qu'il n'aime pas le proprio Liechtenstein et il change d'idée. Bref, il finit par vendre le joueur aux sénateurs d'Ottawa. Pour combler le trou, il se chicane sans cesse avec la compagnie qui possède et gère l'aréna, la Toronto Arena Company. Un autre nom d'entreprise digne des plus grandes firmes de marketing. Bref, c'est du gros niaisage et qui fâche tous les propriétaires. L'idée du moment fait son chemin, hein? On veut crisser Livingstone dehors de la NHA. Malheureusement, on ne peut pas exclure un propriétaire selon la charte de la Ligue. Ça ne se fait pas. Il ne reste que l'inévitable, suspendre les activités de la NHA en novembre 1917. Ben oui, c'est plate. On prétexte la difficulté à rouler une ligue à 5 équipes ainsi que de trouver des joueurs. Hein? Un peu weird parce qu'on a suspendu une équipe qui possédait 2 personnes avec les 6 équipes, mais anyway. Un moment de silence pour la NHA. Bon, ok, ça va faire la trompette là. Ok, quelques jours plus tard, les anciens proprios de la NHA se rencontrent à l'hôtel Windsor en prenant soin de ne pas éviter Livingstone pour fonder une nouvelle ligue, la Ligue nationale de hockey. Du lot, les Wanderers de Montréal, les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa, une nouvelle équipe à Toronto dirigée par la Toronto Arena Company, donc c'est les Toronto Arena. Je vous le dis hein, que c'est des originaux ces mecs. Ainsi que les Bulldogs de Québec. Une belle petite ligue à 5 équipes. Hein? Tu sais, fameuse ligue à 5 équipes, qui c'est un peu dur à gérer. Anyway. Bon, je dis 5, hein, mais les Bulldogs, ça roule pas bien sur l'or. Hein, donc, ils décident de suspendre leur activité pour les 2 premières saisons de la ligue. Je me reprends alors une belle petite ligue à 4 équipes. Pour les joueurs des Arenas de Toronto, on décide tout simplement d'emprunter pour une période indéterminée les anciens joueurs des Blue Shirts, l'équipe de Livingstone, que ce dernier continuera de payer pour eux. Parce que c'est ça, hein? Fuck you Livingstone. De toute façon, la LNH est vue comme une ligue temporaire. Hein? On prévoyait retourner à la NHA une fois le problème Livingstone réglé. Et comme Sam Liechtenstein le dit si bien, on l'a pas crissé dehors, il a encore son équipe dans la NHA. On lui souhaite que du bien dans sa ligue à une équipe. On y est enfin, le début de la première saison de la LNH le 19 décembre 1917 à Montréal pour un match entre les Wanderers et les Arenas devant une foule en délire de 700 partisans. De quoi rendre jaloux les Coyotes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est la 1000e blague des Coyotes qu'on fait dans le podcast! Wow! Oh my God! Je sais pas comment dire ça, j'aimerais célébrer, d'ailleurs, les Coyotes d'exister, qu'on puisse faire des jokes sur eux à profusion. Et dans le fond, que c'est une franchise qu'on peut faire des jokes, puis que c'est. Ah, je suis trop émotif, regarde. On va retourner au show, sinon je m'en refais plus. Donc. Ok, sans blague, ça ne va pas bien financièrement pour Sam Liechtenstein et ses Wanderers. Liechtenstein menace de se retirer de la ligue si les autres équipes ne lui donnent pas des joueurs pour remplacer ceux qui sont à la guerre. Puis en plus, les frères Sprague et Audi Klein-Org sont blessés. Hein? Un meeting de la Ligue est prévu pour discuter de cet enjeu, mais le 2 janvier 1918, l'aréna de Westmount, lieu où les joutes des Wanderers ainsi que des Canadiens se disputent, pogne en feu. Oh! Il n'y a plus d'aréna pour les 2 franchises sur 4 dans la Ligue. Sorti de nulle part, Hamilton va arriver comme sauveur, va proposer pour accueillir les Wanderers. Mais Liechtenstein, il veut rien savoir. Hein? Il demande à nouveau de l'aide aux autres équipes, hein? Un mood très Livingstonien, hein? Mais elle ne veut pas l'aider en donnant des joueurs. Il n'a plus le choix. Il dissout les Wanderers, ce que la Ligue n'accepte pas et refuse.
La Ligue décidera d'attendre voir si l'équipe des Wanderers va se présenter à Toronto pour son prochain match. Ce qu'elle fera pas, hein? Donc, nous voilà avec 3 équipes dans la Ligue. La survie de la LNH dépend de ce que le proprio des Canadiens de Montréal, George Kennedy, va choisir de faire. Suspense insoutenable, je le sais, gang. Hein? L'ancien lutteur jure que le Canadien va survivre. Il empruntera de l'équipement pour ses joueurs et réservera l'Arena Jubilee pour ses matchs. Pourquoi les Wanderers n'ont pas fait la même affaire en allant aussi jouer à l'Arena Jubilee? Ben parce que l'Arena se retrouve dans la partie francophone de Montréal et non anglo. Puis comme les Wanderers, c'est la team des anglos, déjà que l'équipe attire peu, ben ça va être dur de l'amener les anglos à une arena du côté franco. Hein? D'ailleurs, l'Arena a aussi été la proie des flammes une fois que la saison était terminée. Hein? Faut croire que cette année-là, les Canadiens étaient vraiment en feu. Faut dire qu'il y avait quand même l'ancienne star des Bulldogs de Québec, Joe Malone, dans leur rang. Oui, le gars de la toune de Loco Locas. Hein? Auteur d'une saison de 44 buts en 20 matchs! Pas pire, hein, pour celui qui était surnommé le fantôme, tellement qu'il patinait vite. Ah ben, c'est de là que ça vient, hein? En tout cas. Quoique, Joe Malone n'a jamais vraiment joué au Forum. Hein? Il peut pas vraiment être le fantôme du Forum. En tout cas, les Canadiens vont se retrouver en finale contre les Arenas de Toronto et je sais que vous allez pas me croire, mais Toronto a gagné puis a remporté la Coupe Stanley contre l'équipe championne de la Ligue de la Côte du Pacifique, les Millionnaires de Vancouver. Ouais, je sais, hein, Toronto champion. Ah, c'est l'équipe avec les joueurs que la Ligue a volé au Blue Shirt de M. Livingstone qui ont gagné la Coupe. Mais M. Livingstone il va poursuivre la Toronto Arena Company pour dommages et intérêts et la cause monte jusqu'à la Cour suprême qui donne raison à Livingstone, parce que quand même, hein, et la compagnie va devoir lui donner 100 000 $, soit 1,7 million de nos jours. Le montant sera éventuellement diminué à 10 000 $, mais le mal est fait. Hein? Les arénas seront forcés de vendre la plupart de leurs joueurs pour rembourser la dette. C'est à croire que juste les sénateurs d'Ottawa qui vivent dans les différences à ce moment, hein? Un peu comme aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va arriver avec l'autre équipe qui a pris un break de la première saison, hein? Les Bulldogs de Québec? Ben, ils vont jouer leur 3e saison dans la LNH, la 3e saison en fait, je veux le dire. Et la Ligue va mettre l'équipe sous tutelle et la déménager à Hamilton. Pourquoi Hamilton, dites-vous? Pas juste parce que ça sont porté intérêt tantôt, mais il y a une raison pourquoi. Parce que M. Livingstone essaie de partir sa propre ligue de son bord et il vise la ville d'Hamilton pour qu'elle joigne ses rangs. I'm gonna go build my own theme park with blackjack and hookers. In fact, forget the park! Ouais, c'est vraiment l'énergie de Livingstone en ce moment. Mais la LNH va réussir un coq-bloc en règle en amenant l'équipe de Québec là-bas. Ce qui devient le premier déménagement de l'histoire de la Ligue. Fait qu'il y a eu 2 équipes de la Ligue nationale déjà à Québec, hein? Eh ben, Atlanta et Québec, même combat. Qui l'eût cru? Et ce n'est qu'à la saison de 1924 qu'on va atteindre le chiffre magique de 6 concessions. Mais c'est pas les 6 Original que vous connaissez, hein? Mais plutôt les OG Original 6. Du lot étaient les Canadiens de Montréal, les Sénateurs d'Ottawa, les Tigers d'Hamilton, les St. Patrick's de Toronto, anciennement les Arenas et prochainement les Maple Leafs, et une première ville américaine en les Bruins de Boston, ainsi que les Maroons de Montréal. D'ailleurs, le Canadien affronte de nouveau de la concurrence dans son marché, puis il aime pas ça. Hein? Quand même une drôle de réaction pour la plus jeune équipe à être apparue quand il y en avait 7 à Montréal. Hein? Ils vont donc s'arranger pour recevoir les 2/3 des frais d'expansion payés par les Maroons, soit 10 000 $ les gratins. Voilà ce qui complète les débuts de la Ligue nationale de hockey. Oh, et M. Livingstone dans tout ça? Il va continuer de poursuivre en justice et tenter de partir d'autres ligues de hockey professionnelles durant les 30 années qui suivront sans grand succès. Et maintenant, c'est le temps des fêtes et vous savez que ça veut dire. Non, c'est pas le gala d'annuler les prix parce que, nous aussi on embarque dans la vibe d'annuler des galas. Hein? C'est plutôt le moment de vous montrer notre toute nouvelle comédie musicale inspirée d'un film de sport. Après les grands succès de Slapshot et de Toby le Chien, les productions Match Nul reviennent avec une toute nouvelle production, Les Boys 2, The Musical, la comédie musicale. Venez en grand nombre pour retrouver vos personnages préférés en chanson. Rien là. Passe-moi ça, ce micro-là, là, on va.
Ah ouais, ça va être bon. Si je te pète la jambe pour me faire rembourser mon cash, ça c'est chien, ça c'est chien, ça c'est chien. Si j'engage un chanteur pour chanter à ma place, ça c'est chien, ça c'est chien. Ah, c'est quand même chien. Je vais voler des chansons sans payer. Ça me dérange pas, je vais tout vous crosser. Sauf les boys, sauf mes boys. Ça serait chien. Vu que la production de la comédie musicale officielle des Boys est déjà entamée par le Cirque du Soleil, prenez de l'avance en venant voir les Boys 2 sur les planches. Mise en scène par Joseph Pantalon, redécouvrez les grandes lignes de cette série culte dont toutes les meilleures répliques proviennent du même film. Si tu Chamonix ou Grand Prix, tu serais temps que tu te fixes. Yeah. Pas besoin de préfixe ou tu fixes, moi j'ai mon idée fixe. Oh oh oh, lâche-moi donc avec ton Astérix, pas pour ça qu'on parle mon Astix. Dix mix, remix, Phoenix, Félix, BMX, crucifix. Yeah yeah. On dit du Chamonix ou Chamonix. On dit du Chamonix ou Chamonix. Suite à une mise en demeure de la Société Saint-Jean-Baptiste, notre équipe créative s'est donnée comme mission de promouvoir la langue de chez nous. Préparez vos mouchoirs et vos briquets pour l'adaptation de la scène la plus marquante du cinéma québécois. C'est quoi notre force à nous autres, les boys? Ça serait pas entre les deux oreilles, peut-être? Les Américains ont une expression pour ça, que j'aime particulièrement. J'ai vu ça quelque part. Ça s'appelait The Mental. Le mental. Mental toughness. La dureté du mental. Pis ici, y'en a plus qu'on pense du mental. La chambre est remplie de mental. Les Boys 2, The Musical, la comédie musicale, en tournée dans tous les arénas vétustes du Québec. Excluant tout aréna de plus de 2000 places, le prix peut varier selon les scalpers, aucune vente par Internet, déconseillé aux jeunes enfants, aînés et toute personne pouvant être offusquée par la toupie québécoise. Peut contenir des traces d'arachide, d'huile de palme et de Marie-Chantal Toupin. Signature obligatoire d'une décharge à l'entrée. Machinule se dissocie complètement de l'œuvre et de l'expression artistique de Joseph Pantalon. Ah, ça a l'air bon pareil, hein? En tout cas, bon, j'avais pas prévu au préalable d'en parler dans cet épisode, outre dans leur segment qui dure moins d'une minute. Mais là, l'actualité m'a comme pas donné le choix de faire sortir un tout nouveau épisode de votre série wannabe d'espionnage préférée de tous. Mesdames et messieurs, l'incroyable ministre des Nordiques. L'aventure de cette semaine... Opération Un chum, c'est un chum. Parlement du Québec, 12 septembre 2023, 14h35. À l'aube d'une nouvelle saison de hockey sans équipe à Québec, le premier ministre s'inquiète du futur de la mission nordique. Bon, là, mon petit ministre des Nordiques, là, faut faire quelque chose. Là. Notre gouvernement vient de moins en moins populaire, puis j'aimerais ça remonter notre cote de popularité en parlant de hockey. Hein? Les Québécois m'aiment plus quand je parle de hockey. Ok, mais à chaque fois que je parle à Gary Bettman, on dirait qu'il m'écoute pas. Ben, c'est sûr que si on avait encore les photos compromettantes du commissaire Bettman, là, que les coyotes possèdent, on pourrait le faire chanter. Oui, dommage que ma valise, les contenants, a été égarée par Air Canada. Bon, va falloir le convaincre, là, la Ligue, là, d'une autre façon. Il est temps d'activer l'opération Un chum, c'est un chum. Ouais, mais l'activer, ça va nous coûter quelques millions. On est quand même serré dans le budget. Bon, je pense qu'on peut se le permettre, là. Hein? On laissera les enseignants faire la grève, là, puis avec l'argent de leur salaire qu'on va sauver par leur petite grève, ben, on pourra financer l'opération. Sous-sol du Parlement, 12 septembre 2023, 18h03. Le ministre des Nordiques se rend au centre informatique du Parlement. Oui, tous les téléphones sont sous écoute. Oui, on va pouvoir enfin savoir tous les secrets. Monsieur Tremblay? Toutes les recettes de Ricardo, je vous rappelle. Ah! Monsieur le ministre des Nordiques,
vous venez activer l'opération Un Chum, c'est un chum? Oui, comment qu'on fait ça? Il faut allumer la machine. Ah, ça prend une machine pour l'opération. Et pas n'importe quelle. Voici la Monique CAQ 2.0, la toute première intelligence artificielle fabriquée au Québec, développée par Éric Kerr et sa super équipe qui a fait le site de la SAC Click. Donc, c'était elle qu'on demande pour trouver un chum. Je veux dire un homme, quelqu'un. Son algorithme permet de trouver quelle personne est plus susceptible à accepter un deal avec vous. Attendez, je vais la démarrer. Est-ce qu'elle n'était pas partie encore? Monique? Ouais, c'est moi. Quelle équipe de la LNH pourrait le plus nous aider dans le projet de ramener les Nordiques à Québec? Je fais ça, gros. Traitement de votre réponse. Analyse des données. OK, quoi maintenant? La machine est à la fine pointe de la technologie. Vous aurez réponse sous peu. Sous-sol du Parlement, 13 octobre 2023, 18h03. Après un mois de calcul exactement, l'intelligence artificielle Monique donne ses résultats. C'est prêt, buddy. Oh, ministre des Nordiques, la machine a terminé. Faut que j'en informe le premier ministre. Qu'est-ce qu'il y a là? J'essaie de lire un livre là, pour avoir l'air intelligent sur mes réseaux sociaux. Monique nous a informé que les Kings de Los Angeles seraient enclins à appuyer le retour des Nordiques si on résout un de leurs problèmes. Bon, ben l'opération Un Chum, c'est un chum peut être lancée. Prenez l'enveloppe brune qui porte le nom de l'opération. Il y a tout ce que vous avez besoin à l'intérieur. Allez, hop, là, filez vers la Californie. Crypto.com Arena, Los Angeles, 16 octobre 2023, 10h58 heure du Pacifique. Une rencontre est prévue entre le ministre des Nordiques et un représentant des Kings de Los Angeles. Hey, c'est-tu vous le gars des Kings? Chut, c'est moi. Ça a l'air que vous pourriez nous aider avec notre problème d'aréna dans la prochaine pré-saison. Oui, on a une toute nouvelle aréna peu usée à la fine pointe de la technologie de v'là 10 ans qui serait libre pour votre équipe. Ouais, mais tu sais, je suis pas sûr. Comment le convaincre? Ah oui, dans l'enveloppe brune. Tenez, monsieur. Ah, ouais, ça nous aiderait, hein. Il y a quoi là-dedans? 1, 2, 3, 5 millions. OK. On va venir faire nos matchs pré-saison à Québec. Là, vous allez nous supporter, hein? Hein? Envers la Ligue pour le retour des Nordiques? Ben oui, bien sûr. En veux-tu du support? En v'là! Go, le Nordique! Yeah! Good! Là, on va être à 10% sûr d'y ramener. Yes! Darla! Il faut pas que les Nordiques reviennent, hein? C'est bien trop divertissant, cette série-là. Je vous en avais glissé un mot lors du dernier épisode. On vous a préparé une petite chanson de Noël en rapport avec les Canadiens de Montréal. On veut pas qu'elle pogne, hein? Sinon on serait pogné à payer les droits de la toune. Hein? Ça parle de l'éternel moment où on se rend compte qu'on est éliminé au Thanksgiving américain. Mais avant ça, l'intro du segment Le Canadien en 5 minutes. Ici, au match nul, on ose faire différent. Puis le Canadien là-dedans. Des sujets originaux qui couvrent tous les sports. Ouais, mais les Canadiens... On parle de ce qu'on ne parle pas ailleurs. Ah, fait que pas de Canadiens. Match nul, la Mais balado. ils vont faire série. OK, on a compris. Voici enfin le segment où on parle des Canadiens de Montréal en 5 minutes. Analyse, débat, opinion, discussion, confrontation, gestion d'entrave, ligne ouverte, ligne fermée, ligne orange, alouette. Non, pas d'alouette, ni de club de foot, juste les Canadiens de Montréal. Le Canadien en 5 minutes. C'est là. J'ai dans la tête un club d'antan qui gagne tout. Une Saint-Renelle avec une fiche à rendre jaloux. Elle était bien faite, pis devant le net, on y retrouvait un gros colosse avec des bons genoux. Pas trois gardiens qui se font déclasser par les Blues. Crois pas mes yeux, je sens ne veux rien qu'un petit peu. Quand on s'enfonce au classement, ça me donne le feu. La même année où j'ai parié que Slavkovski allait remporter le Calder, pour finalement le voir pratiquer son batteur. 23 novembre, c'est terminé, Monsieur Molson. Salut TQ, on se reverra prochaine saison. Puis dans le cœur, un jour de match où mes parents, pensant bien faire, m'avaient amené derrière le banc. Chez le Canadien, c'était l'enfer. Il continuait à patiner pour faire croire
que leur contrat c'était quand même une bonne affaire. 23 novembre, c'est terminé, Monsieur Molson. Salut TQ, on se reverra prochaine saison. Ça me tente des fois d'aller le voir et d'y demander: Gary Bettman, j'peux-tu avoir un club d'hockey? J'aime plus le mien et c'est pas rien, hein? J'ai échangé tous mes chandails, joueurs oubliés qui devaient nous aider à gagner la Coupe Stanley. 23 novembre, c'est terminé, Monsieur Molson. Salut TQ, on se reverra prochaine saison. 23 novembre, c'est terminé, Monsieur Molson. Salut TQ, on se reverra prochaine saison. Et où Yann Boulis? Bon, OK. Pour combler le restant, vu que la toune n'a véritablement pas duré assez longtemps, il nous reste un peu de temps, on a une entrevue avec un fantôme du forum. Ouais, c'est ça. Bon, comment ça marche le Ouija? Hein? How to speak, je vais aller sur Internet, là. How to speak with a ghost. OK. Lui, il va m'expliquer. Donc, les choses qu'on devrait dire, il faudrait que j'allume des lumières et demander aux esprits de parler. OK. J'ai besoin d'une chandelle. J'ai pas de chandelle, fait que je vais utiliser mon application de chandelle. Alright, OK. J'ai besoin d'une planche de Ouija. OK, mais ça, c'est pas correct. J'ai besoin d'un ami. OK, ça, genre, on en a pas plus. Bon, ça va mal. On doit regarder si le... faut setter le moon avec les fermer les voyons, comment je dis ça en français? Les curtains. Les rideaux! Oui, les rideaux, c'est d'épais. OK, parfait. OK, next, il faut croire aux fantômes. Bon, OK. Est-ce que je crois aux fantômes? C'est une excellente question. Je m'en rendais pas de faire la philosophie, mais moi, je dirais que non. Bon, là, c'est sûr que si je peux parler à un fantôme du forum puis je crois pas au fantôme du forum, ça m'avance pas bien. Donc, pour l'exercice, on va oublier ce que je viens de dire puis on va dire que je crois au fantôme, OK? Donc, prochaine étape, maintenant que je crois au fantôme, je vais utiliser un Ouija board que j'ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un numéro au hasard dans mon téléphone puis je vais le mettre avec tous les joueurs, les numéros retirés des grands joueurs. Fait que ça devrait être pas pire. Puis je vais envoyer un message texte, hein? À ce numéro-là, puis on va voir s'il va me répondre. Donc, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, non, pas le 6, le 7, le 8, le 9, non, il y en a d'autres numéros, le 10, le 11, le 12, deux fois, le 16, le 20, voyons, il y en a donc bien les numéros. OK, alors il m'en reste plus grand temps. 33, 69, il est-tu retiré? Personne ne l'avait porté. Faut-tu que je la mette? Il est nordique de Québec là-dedans. Ça fait 5 minutes que tu parles, tu me laisses pas parler. C'est temps qu'on parle d'eux un peu. Mais qu'est-ce que vous faites? Ouais, OK. Les Nordiques, en moins une minute. OK, c'est pas parce que c'est le segment sur les Nordiques qu'on va être tout le temps partial pro-nordique. Donner 5 millions pour un club pour venir jouer, c'est weird en tabarnak. Mais si le gouvernement du Québec a une participation dans les Nordiques, plus tard, ça va être rentable pour eux. C'est une bonne idée, finalement. Vous l'avez vu dans les derniers mois, le monde des médias est en plein changement. TVA est en difficulté et commence à couper dans son budget. Et j'ai cru entendre qu'ils ont dû se départir de leur fameux hélicoptère. Nos informateurs de match nul, toujours bien branchés, nous ont rapporté qu'une station de sport aurait acquis ce dit hélicoptère et qu'elle comptait l'utiliser pour rehausser son expérience télévisuelle et proposer de toutes nouvelles émissions avec des angles de caméra inédits. Et on a justement un extrait d'une de ces émissions. De retour au World Street Race présenté par Bet69.net en direct de Tokyo pour notre 3e heure de couverture où, qu'on se le dise bien franchement Jacques, on n'a vraiment pas de quoi se mettre sous la dent. En effet Jim, outre la parade de la fierté hongroise et le délit de fuite de la grand-mère en retard pour son bingo, c'est nuit bien tranquille pour l'instant. Oui, il faut croire que les rues de Tokyo ne semblent plus être ce qu'elles étaient autrefois. On continue tout de même à sillonner les rues avec l'hélicoptère de la station dans l'espoir de trouver des courses de rue. La dernière descente policière à la Shop Tokyo Drift a vraiment retiré beaucoup de bons pilotes de la rue qui vont maintenant continuer leur carrière
dans le circuit carcéral. Je t'interromps, Jacques, car je crois qu'on a enfin trouvé un rassemblement autour d'automodifiés au port. Avec un peu de chance, on ne tombera pas encore sur le tournage d'un film qui plagie la série Rapide et Dangereux. Oh non, mon Jacques, je vois une demoiselle peu habillée avec un drapeau à damier. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça roule, ma poule! On aura le droit à une course ce soir, mesdames et messieurs. De ce que je peux déceler avec mes jumelles, il semblerait que ce soit une course de Mini Cooper modifiée, Jim. Ce type d'auto est parfaitement adapté pour les courses urbaines, surtout pour les petites ruelles. Nous avons informé Denis, notre gars à l'audio, du lieu de départ pour qu'il puisse aller nous capter tous les sons de la course. Selon mon engin de recherche emprunté par la police, l'expérimenté allemand Autoroute 440 conduit la voiture de sa mère décorée en Hello Kitty puisque ces 3 dernières Mini Cooper modifiées ont été saisies par la police. Je te passe la liste des autres pilotes. Merci, Jacques. Oh, et la demoiselle agite le drapeau à damier et on roule dans le port de Tokyo. Guantanamera prend la tête avec sa voiture vermante, mais il est habilement dépassé par la Mini Cooper brune délavée pilotée par Ineki poil tous les bras. Selon son CV, il travaille à temps partiel comme mascotte dans une maison close en banlieue d'Osaka, ce qui l'aide à passer avec aisance dans les endroits étroits. Et voilà une vieille Hyundai Sonata peinturée comme une Mini Cooper pilotée par Guillaume le Métivierge qui vient prendre l'intérieur à Ineki. Quelle manœuvre! Selon le 7 jours, le Métivierge est en tournée au Japon ces temps-ci pour tenter de trouver un producteur pour une autre suite à son film Nitro. C'est juste dommage qu'on n'ait pas encore le son de cette course en vente. Oui, on travaille là-dessus. Oh, une grosse vanne blanche défile à toute vitesse et dépasse tous les Mini Cooper. Oh, mais c'est Denis, notre gars au son. Mais oui, c'est lui. Et il s'empare de la tête. Prend le dernier virage, met dans la ligne d'arrivée et c'est fait. Victoire de Denis, le gars au son. Il n'y a pas vraiment de quoi s'étonner. N'importe quel véhicule peut le battre à la course des Mini Cooper modifiés ou une star déchue qui se voit comme un bon pilote. Et la foule s'amasse autour de la vanne blanche pour célébrer. Oh, je reçois un appel d'un numéro masqué. Voyons qui c'est. Bonsoir. Ouais, c'est Denis, le gars au son. Elle est où votre course? Je la trouve pas. C'est tout pour l'épisode 103 de Match Nul. Merci encore une fois à Simon Tremblay et Francis Coury pour leur voix, mais surtout merci à vous d'être à l'écoute. On s'en va sur nos 5 ans, dont les 2 derniers, je vous offre de tout mon jus créatif à chaque mois, juste pour vous. Pour le prochain épisode, on vous offre une compilation de l'idée qui a parti le podcast, soit Jeux truqués, ces fameuses conspirations sportives. On va retrouver les meilleurs complots, les plus grands mystères, et tout ça accompagné par une belle vidéo, question d'augmenter la crédibilité et commencer à mélanger le monde sur Internet avec la vérité derrière les mensonges. Pour ma part, on se retrouve en février, juste à temps pour le Super Bowl, pour un autre épisode de Match Nul.